Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode de Dribble où aujourd'hui nous allons voyager, nous allons partir en Afrique pour parler de quart de finale de Champions League d'Afrique qui a eu lieu entre Al Ahly et l'Espérance sportive de Tunis. Nous allons ensuite essayer de faire une photographie un peu du football africain du club, et aussi en termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'il en est en Afrique, surtout en Afrique du Nord et du côté des Mamelodi Sundowns. Et enfin, on parlera de la décision de la CAF d'attribuer la victoire finale de la CAN 2026 au Maroc à la place du Sénégal. Un beau programme, un excellent programme. Et pour ça, j'ai l'honneur et l'immense joie d'accueillir le grand, le magnifique Amine. Salut Bijan. Salut Amine, comment ça va? Bonjour à tous. Ouais. On a choisi son camp, est-ce que je vois? Ouais. Je représente aujourd'hui. Ouais, un grand supporter de l'Espérance. Talaji aussi, qu'on prononce, qui est le nom qui veut dire Espérance en arabe, tout simplement. Et à ma gauche, on a équilibré les débats. Le grand, le magnifique Momen, qui lui est plutôt fanatique de Al Ahly. Là, il préfère ne pas porter le maillot aujourd'hui. Ouais, bon, on va parler sur le preview, mais voilà, j'avais pas trop le temps de repasser et récupérer le maillot. C'est un simple oubli, mais il avait pas envie de toute façon. Et de toute façon, je crois que le cœur, il était pas trop. Ouais, je comprends. Mais faut laisser gagner les autres. C'est vrai, voilà. À un moment vous gagnez on a trop gagné. Faut laisser un peu passer les autres. Faut laisser. Chacun son tour. Puis écoute, si les frères tunisiens ils vont la gagner, tant mieux. On verra. On tout leur ça. souhaite. On va discuter un peu de tout ça. Oui, ça va être très très bien. Avant ça, comme d'habitude, je vous pose la question, est-ce que vous avez regardé un peu d'autres matchs de foot ce week-end, monsieur Ce Amine? week-end, pas encore. J'attends le match de ce soir, le Derby de Madrid. Le Derby de Madrid, on enregistre avant le Derby de Madrid. Je voulais regarder le Arsenal City avant, mais j'ai pas pu. Ok. Momen, toi tu as vu d'autres matchs? Ouais, 2-3 matchs en Première Ligue. Avec le Brighton-Liverpool. Sinon, il y avait la Champions quand même. Il y avait la Champions. Donc suis l'exceptionnel Barça-Newcastle. J'ai regardé le Bournemouth-Manchester United. Je crois que c'était vendredi. Ouais, vendredi soir, ouais, c'est juste. Qui a été assez fou sur la fin. Ouais. Yes. Donc, un petit servette grâce au père au stade. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est rare, un 5-0. Un petit 5-0, ça fait plaisir. Manita. Donc 4-0 après 20 minutes de jeu. Ouais, puis si Junior il mettait le but, il était à 5 après 23 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'était assez fou. C'était sympa. Ça fait plaisir. J'ai vu un petit peu de Feyenoord Ajax aujourd'hui et de Barça Rayo Vallecano. Ok. Sinon, Barça, ils ont fait 1-0. Gagné Araujo. Et puisqu'on fait un petit tour. 7 points d'avance. Attention, le Real joue. Avant le match avant le derby madrilène. On parlera bientôt de Liga dans Dribble parce qu'on parle pas assez de Liga dans cette émission. Je vous conseille le but de Thun contre le FC Zurich puisqu'on fait un petit tour de tout ce qu'on a vu. Thun va être champion avant il sera champion. Il sera champion sans souci. Sans souci. Je pense. Le but du week-end pour vous ou de la semaine? En Champions League ou quoi? Non. Ah ouais, c'est vrai qu'Arda Güler la semaine dernière. Sacré. Arda lourdement. Très bien, messieurs, on va revenir du coup sur ce qui nous intéresse, c'est la double confrontation entre Al Ahly et l'Espérance Tunis qui comptait pour les quarts de finale de cette Champions League d'Afrique version 2026. Est-ce que vous voulez qu'on revienne un petit peu sur le match aller? Le match aller où l'Espérance Tunis s'est imposé 1-0 sur un penalty de Tougaï sur la physionomie du match. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que comme souvent, Al Ahly a, je dirais, dominé un peu dans le jeu, mais l'Espérance a su faire le dos rond, a su résister et c'est quand même procuré les meilleures actions dans ce match-là sur des contres et il a fallu des beaux arrêts de notre ami le gardien Choubair. Mustafa Choubair. Ouais. Finalement, l'Espérance Tunis s'est imposé 1-0. Est-ce que c'était mérité pour vous sur ce match-là? C'était mérité, puis je pense que pour l'Espérance, on n'espérait pas mieux parce qu'en fait, en Afrique, il y a encore la règle du but à l'extérieur. Ouais. Donc, d'encaisser à Radès, ça aurait été vraiment. Ça aurait compliqué la tâche pour passer. Donc, de faire un clean sheet et de mettre un goal à la fin du match, c'est parfait, quoi. C'est le scénario idéal. Le scénario idéal. Pour toi, Moment, tu es d'accord avec ça ou on est un peu dur avec Al Ahly? Non, après, dans la physionomie du match, pour moi, honnêtement. Je pense qu'il n'y aurait pas eu scandale s'il y avait eu match nul, que l'Ahly reparte avec un match nul. Après, comme ça a été dit, l'Espérance a été plutôt bon dans son
dans son travail défensif, a eu beaucoup de rigueur pour ne pas concéder beaucoup d'occasions. Et après, je reviendrai sur des choix tactiques que j'estime un peu douteux du côté du Ahly. Sur le match retour ou sur le match aller déjà ? Sur l'ensemble de la confrontation, je trouve que ça ne favorise pas le jeu et puis, en tout cas, l'efficacité pour l'Ahly devant. Ça a beaucoup manqué, mais voilà, ils ont fait le travail sur le match aller. C'est vrai que nous, on n'a pas eu énormément d'occasions franches, même si globalement, on avait la maîtrise du jeu, on a produit des très bonnes choses, on était super cohérents. Mais il nous manquait ce tranchant dans la zone 3. Il manque le dernier geste. Al-Ahly, je trouve ça va très facilement, très bien, jusque dans la surface. Zone 3, je trouve que... Et c'est là que ça... Parce qu'encore, encore, tu vois, si on avait un peu plus de situations où on amenait des centres, il manque peut-être un peu de monde, ça peut arriver. Mais en vrai, quand tu regardes dans les 25 derniers mètres, on a manqué de tranchant et d'efficacité. On n'a pas été assez dangereux, on n'a pas assez fait trembler cette équipe de l'Espérance qui a bien joué sa partition. Et nous, en vrai, on leur a donné ce qu'il fallait pour qu'ils fassent leur match. Et puis voilà, mais ils ont été bons. Puis on en parlera peut-être un peu après dans les détails du match. Mais voilà, on va aller plutôt dans les détails. L'aller, alors je vais aller si vite sur l'aller. Ouais, c'est dommage de se plomber, mais c'est dans l'ensemble de la confrontation. Mais en tout cas, l'aller, Henny qui fait une main assez stupide. J'arrive pas à comprendre encore maintenant, en voyant les images encore plusieurs fois, me dire comment tu peux te tourner de cette façon-là, d'avoir ton coude qui se tend et tu fais une main assez bête. Tu plombes ton équipe. À ce moment-là du match, c'est tueur. Et puis voilà, après, moi, où je pense que du côté tunisien, c'est sympa aussi, moi, je suis un peu en train de pleurer de mon côté en Égypte, c'est d'avoir des stades pleins avec une ferveur, ce qu'on n'a pas. C'est que, déjà, alors en Tunisie, si on fait une petite parenthèse, déjà, le stade, il est limité. Hein. C'était 35 000 personnes autorisées sur un stade de 60 000, stade de Rades. Mais ça fait quand même... Et après, joli tifo, toujours les supporters de l'Espérance qui sont toujours chauds, franchement. Très bouillons, quoi. D'ailleurs, il y a certains blogueurs... Et encore, ils n'ont pas mis le paquet parce qu'il y avait des restrictions, des menaces. Si menaces de huis clos. Mis des fumiers et tout. Donc, ils ont fait ça, mais c'était plutôt dans le centre d'entraînement les jours avant le match. Donc... Mais c'est très bouillon. Puis, je pense qu'on aura l'occasion de mettre des liens pour ceux qui veulent de l'ambiance, qui est vraiment exceptionnelle. Quoi. Toute l'Afrique du Nord, une petite parenthèse, toute l'Afrique du Nord, quand un stade peut être rempli, les ambiances sont chaud bouillantes. Je veux dire que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Même en Égypte, par le passé, on avait des ambiances. Même en Libye. Après, il y a le traumatisme en Égypte qui... l'histoire de Port Saïd et tout ça. On reviendra plus tard. Après, on va pas parler de choses négatives. Je pense qu'on va éviter un peu le côté politique. Je pense que ça a bien marqué localement. Quoi. Mais c'est ça, c'est que malgré tout, l'Espérance Tunis était quand même poussé par son public incroyable. Je voulais faire une parenthèse. Il y a plein le public de l'Espérance. Il y a plein de vlogueurs anglais qui sont allés. Ils étaient choqués de l'ambiance. Il y a des vidéos que vous trouvez sur YouTube. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller, ça donne envie d'y aller, de vivre ce genre d'émotion parce que dédicace à mon tonton qui était là-bas. Vraiment, il m'a appelé avant le match. Et vraiment, c'était quand même, c'est quelque chose. Les ambiances Espérance Tunis, Raja Casablanca, Al-Ahli, tout ça. Pour revenir au match aller, du coup, Amine, est-ce que tu as quelque chose à redire ou il a tout dit? Je suis encore dans l'émotion, je suis encore dans l'euphorie, donc les détails, oui. Ce match aller, c'était il y a une semaine, c'était il y a longtemps. C'était il y a une semaine. Mais t'inquiète, alors on passe au... Je pense qu'on a tout dit sur le match aller. En vrai. Moi, je finis juste avec le côté tactique du côté du Ahly, qui a joué ce match en 4-4-2. Et encore une fois, c'est pour ça que je l'aborde, parce qu'on l'aura sur le match retour. Encore une fois, des choix douteux quand tu joues avec aucun attaquant dans ta ligne de départ. C'est assez incompréhensible quand tu peux faire jouer des attaquants, mais que tu mets Zizo et Rachour comme attaquants, alors que c'est des très bons joueurs, mais c'est pas leur poste. Et ça s'est vu à un moment donné, ça manque d'un tueur, d'un joueur qui est capable d'être dans les 16, d'un vrai neuf, qui peut peser sur les défenses. Voilà.
tu peux jouer avec un faux neuf, mais tu joues pas avec deux faux neufs. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur l'aller. D'où le manque d'efficacité, de danger qu'on a pu apporter dans les derniers mètres. Ça, on a l'impression que finalement, c'est Trezeguet, l'attaquant de pointe. C'est lui, au final, c'est lui qui a toutes les actions dangereuses presque. Surtout sur le retour, c'est vrai. Encore mais plus sur le retour. En tout cas, c'est ce qui se passe, c'est qu'au final, la preuve elle est là. Quand tu vas t'amuser à regarder les statistiques, c'est très très bien dans les stats en termes de passes réussies, de possession. Ouais. Mais voilà, en fait, tu as mis une équipe pour juste jouer à la baballe, mais pas pour terminer tes actions, ce qui est dommage. Bref, voilà pour l'aller. On passe au retour. Je vais vous donner les compos. Alors, selon mes données, Al-Ahli jouait en 4-5-1. Ouais, c'était d'accord avec ça. C'était plus proche du 4-2-3-1. Avec plus proche du 4-2-3-1. Une défense avec Hani, Riyad, Ibrahim et Belhamri, l'Algérien. Marocain, je crois. Marocain. Deux Marocains qui démarrent. Ouais. Avec en Ben Cherki. Milieu, il y avait Dieng, Ateya, milieu plutôt défensif. Marwan Atia. Ouais, c'est vrai qu'on est plus sur un 4-2-3-1 en vrai. Ouais, on est plus sur un 4-2-3-1. Zizo à droite, Achour en numéro 10, Trezeguet à gauche et enfin Ben Cherki en attaque, le deuxième Marocain. C'est ça. Exact. Qui aura son importance dans le match, mais pas dans le positif pour l'Ahli. Côté Espérance Tunis, là, on est sur un 4-3-3, mais ouais. 4-2, ouais. Moi j'ai un 4-5-1. Ouais, okay. Avec, j'ai pas mentionné, mais c'était Choubaïr dans les buts de Ahli. Oui. Pour l'Espérance Tunis, c'est Ben Saïd qui était dans les buts. Avec Tougaï et Gelassi en défense centrale, Keita à droite. Et à gauche, c'est Ben Hamida. Le capitaine. Une ligne un peu avec Tra, Ogbelou et Konaté. Ouais. À gauche, Koseila. C'est ça que j'ai sur la... à droite, Koseila. À gauche, Diarra. Et en attaque, Dano. Donc une compo un peu plus défensif. Ouais. Sas qui démarre sur le bon. Ouais, Sas, le Brésilien. Ça fait depuis quelques semaines qu'il y a l'absence de Meria aussi dans l'axe de la défense. C'est vrai. Et donc, je pense que l'entraîneur a fait preuve un peu de retenue, de prudence. T'avais un but d'avance. Ouais, tu pouvais te le permettre. L'Espérance se déplace au Caire avec un but d'avance. Donc l'idée, c'est de défendre coûte que coûte ce but-là. Donc, exactement. Partir dans une position plutôt défensive. Ouais, c'est l'idée que, dans un sens, tu es à mi-chemin de ta qualification. Pourquoi aller se lancer à l'abordage bêtement? Donc, il sait que il devait faire le jeu. Au début du match, Al-Ahli était obligé de marquer au moins un goal. Et l'Espérance devait juste être patient et attendre 2-3 occasions parce que le but à l'extérieur est mis à l'abri l'Espérance, et c'est ce qui s'est passé lors de l'égalisation. Ouais, tu vas un peu vite, mais il va très vite. Mais c'est vrai que si le match commence, c'est clairement Al-Ahli est dominant, très dominant. Et la récompense pour les Égyptiens va venir à la 7e minute, 12e minute. Assez tôt dans le match. 12e minute, ouverture du score de Trezeguet. C'était un peu inquiétant, quoi. Au début. Quand on encaisse rapidement, heureusement qu'il n'y avait pas le public qu'il y a au Caire. Ouais, t'imagines. Parce que je pense qu'avec le public, la pression qu'ils peuvent exercer sur l'arbitre, d'avoir autant de gens qui poussent derrière, c'est très compliqué d'aller jouer chez eux à chaque fois. Je te dis, tu vois, quand tu as ce stade international du Caire qui est vide, et en fait, c'est un stade gigantesque de plus de 80 000 places. Ça résonnait pas mal, quoi. On entendait les joueurs, et les entraîneurs à la fin, oui. C'est assez triste, mais on va pas aller sur... Ouais, c'est super triste. Et voilà, malheureusement, ça fait partie de l'Égypte depuis plusieurs années où on a ces restrictions qui sont là. Et puis, voilà, on a des stades qui sonnent creux. Et puis, il n'y a plus cette ferveur, il n'y a plus ces supporters qui peuvent aller au stade. Ils peuvent aller à l'extérieur. Il y avait un tout petit parcage de Al-Ahli à oui, mais c'est toujours la même chose. Il y avait même pas mal de supporters de l'Espérance qui avaient fait le déplacement en espérant pouvoir accéder. Et au final, non. Non, c'est bien fermé. C'est 2-3 personnes dedans, mais on va y revenir pas ouvert au public. Un petit peu sur ça, mais plus tard, on reste sur le match. Al-Ahli qui commence donc très fort.
pendant toute la première mi-temps. Franchement, ils ont multiplié les occasions et heureusement le gardien Ben Saïd, il nous a vraiment sauvés, quoi. Sauf sur. Il vous maintient en vie et puis vous fait garder totalement en vie. C'est vrai que Trezeguet était déchaîné. Il était déchaîné. Franchement, il avait. Il a fait un vrai match de patron. Il a fait ce qu'on attendait de lui d'apporter, toute son expérience, toutes ses qualités techniques. Et puis sur ce match, il a répondu présent. Après, il marque le premier, mais malheureusement, il a buté 1 ou 2 fois sur Ben Saïd, quoi. Mais dans l'ensemble, les occasions de 0, ils n'ont pas manqué, quoi. Il y avait pas mal d'occasions. Des fois, même c'est Ogbelou qui sauve quand c'est pas Ben Saïd. Non, mais il y avait la place largement, et il y avait largement la place de mener en tout cas 2-0 à la mi-temps. Clairement. Et c'est aussi le truc. Il faut savoir terminer ses occasions, il faut savoir se mettre à l'abri. On ne l'a jamais fait. Mais souvent, dans ces matchs clés comme ça joue vraiment à des détails près. Et puis, souvent, quand tu as l'occasion t'as plusieurs occasions et que tu loupes, tu finis par encaisser. Et c'est ce qui s'est passé. Et le tournant du match, c'est cette 69e minute, cette mauvaise passe de Ben Cherki qui permet à l'Espérance de développer une action en contre. Je sais pas qui fait la passe à Dano. Il a récupéré. Il y a plusieurs. Non, je crois que c'est une mauvaise passe dans l'axe. C'est Ben Cherki qui est au milieu de terrain, qui veut essayer de ressortir le ballon avec Marwan, qui se rate totalement, et derrière ça part en contre. Mais il y a une passe. Fait la diff. Il y a quelqu'un qui met la passe à Dano. Parce qu'il n'est pas sur la ligne de. Il est couvert, il n'y a pas hors-jeu. Il me semble que c'est Yann Sass qui était rentré juste avant. Et là, c'est le tournant du match. On se met tout seul dedans. On se plombe tout seul. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment la place sur parce qu'un partout, là, la donnée du match change complètement. Et puis Alali doit mettre 2 buts en moins de 15 minutes. Donc ça devient mission. Et là, l'Espérance prend totalement prend confiance, se libère. Parce que je pense qu'ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu. Et là, les occasions, elles se multiplient côté Espérance. Parce que tu te découvres un peu, parce que tu sais que tu dois aller marquer 2 buts. Tu as cette pression du temps, tu sais que tu dois te dépêcher de remettre un but rapidement pour espérer mettre le doute à l'Espérance. Et puis en fait, forcément, tu t'exposes, et c'est un peu ce qui s'est passé derrière, quoi. D'ailleurs, l'occasion qui est juste avant le péno pour l'Espérance, elle est énorme. Ils sortent à, je crois, 2 contre 1. Et malheureusement, ça se bloque. Part un peu trop sur la droite, il foire un peu l'occasion. Ça revient et il y a de nouveaux contres. Et c'est là-dessus que le penalty est provoqué. Et ça fera le 2-1 pour c'est encore ça. C'est encore une fois, on repart. Et Aliou Dieng, encore une fois, incompréhensible lui aussi, la décision qu'il prend à ce moment-là, d'essayer de tenter un dribble alors qu'il a une sortie de balle qui est évidente au milieu de terrain. Il a juste à glisser le ballon. On repart, on rejoue, on avance. Non, il garde, il perd le ballon. Derrière, ça part en contre. Et puis, on a notre ami, le génie, Riyad, qui se la joue kamikaze et qui te fait un tacle de boucher. Mais à la physiquement, au deuxième mi-temps, il me semble qu'ils étaient un petit peu moins bien quand même. Parce qu'il commence à multiplier les déchets techniques au milieu, perdre de plus en plus les duels. Et ça donnait. Est-ce que c'est ça ou c'est l'Espérance qui en étant confiance, a quand même poussé un peu plus? Il y a aussi une bonne pression de l'Espérance qui a été galvanisée par le premier but. Moi, je pense que c'est un peu les conditions et pas forcément physiquement, ça a pioché. Je pense que c'est plutôt le contexte qui fait que. Parce qu'à la fin du match, tu manquais quand même les jambes côté Alali pour. Je pense que tu es résigné à la fin. Parce qu'il y a un partout. Comme tu as dit, c'est vrai que ça fait quelques saisons en Europe, mais on a oublié qu'il y avait le but à l'extérieur. En Afrique, il y a toujours ce but à l'extérieur. Et forcément, un partout, il ne te reste pas beaucoup de temps, allez, 15 minutes à tout casser. Tu dois aller marquer 2 buts. Et forcément, là, il y a ce stress. Tu commences à. Alors que quand tu mènes 1-0, tu te dis malgré tout, on est revenu à égalité, on a la maîtrise du ballon, il faut être patient, on aura l'occasion d'en mettre un deuxième. On est à domicile, on peut. Donc voilà, on se dit, on peut le faire. Et puis en fait, finalement, tu prends ce but. Et là, tu sais qu'en fait, tu es sous pression.
Et moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport au contexte. C'est l'enjeu qui a tué les jambes. L'équipe se retrouve un peu bloquée et n'arrive pas à passer par-dessus et faire la différence. Et derrière, beaucoup d'erreurs techniques par la précipitation, par des choses qui... Voilà, après, sans enlever le mérite à l'Espérance qui a fait son match. Ouais. Mais voilà, je pense que ce but, comme tu dis, ça a été un tournant, ce but égalisateur, et ça met dans le mal El Ahly. Qui dérègle et qui déjoue un peu et qui, à la fin... Deuxième sur le penalty que tu as mentionné avant. Al Ahly va quand même revenir à 2-2. Sur un autogol sur corner. Autogol, mais voilà, au final, même l'Espérance... celui qui met l'autogol, Gélassi, ça va par se racheter à la fin du match. En fait, au moment où on encaisse le 2-2, moi je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que c'était l'occasion où jamais, je crois qu'il me semble, l'Espérance n'avait jamais gagné en Égypte contre Al Ahly. Donc c'était vraiment l'occasion parfaite. Je me dis, dommage, même si à la qualif, vraiment c'était... Et puis à la fin, heureusement, le 3-2 vient un peu comme la cerise sur le gâteau, bonifier tout ça. Et voilà. 3-2, score final. L'Espérance passe face à Al Ahly. C'est rare que l'Espérance élimine Al Ahly. C'est rare qu'une équipe africaine tout simplement batte Al Ahly aller-retour. Donc, au stade des quarts de finale. C'est vrai que c'est souvent des Égyptiens qui éliminent. Souvent Zamalek, si je me trompe. Zamalek a souvent. Après, on a eu des. On a aussi eu par le passé nos amis sud-africains qui nous ont mis dans le mal. Les Sundowns. Il y a aussi les Orlando Pirates à une certaine époque qui étaient plutôt pas mal. Mais non, après, voilà, encore une fois, moi je reviens sur ce match aussi où le coach, il a encore une fois fait des choix qui... Est-ce que c'est pas un petit peu un fin de cycle côté Al Ahly, même si le recrutement d'après la Coupe du Monde des clubs et la manne financière a permis d'acheter quand même pas mal de stars, mais... Les ISO, les Achour, les Trezeguet... Chenaoui qui est plus... Il y a quelques cadres qui sont quand même relégués sur le bon, mais qui sont toujours là. Et donc, du coup, je sais pas. Moi, perso, j'ai... En fait, Al Ahly a deux soucis. Un... Enfin, l'histoire fait qu'au bout d'un moment, ils prennent un peu le melon. Ouais. Et deux, tu es un petit peu comme le Milan 2012-2013, où tu arrives sur une fin de cycle et puis les nouveaux qui doivent prendre le relais. Donc, je pense pas que hier on ait joué contre le meilleur Al Ahly des 20 dernières années. Ça, c'est sûr. Mais, ça, je peux te le garantir, c'est sûr. Mais il n'empêche que sur le terrain, si on prend les joueurs poste par poste, il y a plus de niveau du côté Al Ahly. Donc, clairement. Vraiment l'exploit hier de l'Espérance. Sur le terrain, les joueurs, ils ont bien mouillé le maillot. Ils ont vraiment fait un excellent travail. Enfin, ils ont joué leur répartition. Et... ils ont du mérite d'avoir sorti quand même un très très gros poisson continental, quoi. C'est vraiment le favori comme chaque année. Quand on prend joueur par joueur, je vois Achour, il n'y a pas son équivalent. Honnêtement, sur le 11, sur le continent africain, si tu dois sélectionner un de chaque équipe poste par poste, à part Tougaï, je vois pas qui tu pourrais. Enfin, voilà. Quel joueur de l'Espérance il jouerait dans. Voilà, si on fait une groupe mixée des deux équipes. Je te mettrais quand même Ogbelou pour moi, que je trouve assez monstrueux au milieu. Oui, depuis la Coupe du Monde de club, il est sur un Diego autre niveau. Il y a quand même. Pour le coup, c'est plutôt Dieng, quoi. Ouais, Dieng. Voilà. Mais Ogbelou et Tougaï. Mais. Défenseur central. Ouais, après à gauche, latéral gauche, tu vois. Ça peut se valoir aussi, quoi. Après oui, dans l'ensemble, sur le papier, on a une belle équipe. Mais après, moi, je reste encore sur l'idée qu'on ne peut pas démarrer un match avec aucun attaquant. Encore une fois, c'est pas possible de mettre Ben Cherki devant, qui n'est pas un attaquant pur et dur. Je comprends pas. Quand tu as sur le banc, tu as des options. Voilà, peut-être c'est un gamin, mais voilà, l'air de rien, Marwan Osman, il rentre. Il dérange sur le 2-2, il met cette tête. Enfin voilà, sur le peu d'influence qu'il a eu, il a quand même eu plus d'influence qu'un Ben Cherki qui n'a pas énormément apporté devant. Et au final, il nous a même coûté 2 buts. C'est vrai, mais après, il rentre peu en panique après le 1 partout. Qu'importe. C'est des choix qui ne sont pas bons. Tu ne peux pas démarrer un match comme à l'aller. Je te rejoins dans le sens où peut-être il aurait dû rentrer un peu plus tôt. Pour apporter plus. Là, tu le fais rentrer dans un contexte différent. Et puis, du coup, mais déjà, tu le fais rentrer avant. Et surtout,
T'as encore le Portugais qui rentre, Camões qui rentre à la toute fin, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. T'as 2 attaquants, voire encore un troisième avec Tahir Mohamed qui pourrait jouer devant, et tu les utilises pas. Et tu mets... Ah oui, j'ai aucun problème avec Zizou et même Achour, mais à un moment donné, c'est pas des attaquants, c'est pas des neufs. Donc il faut mettre un vrai neuf devant. Et peut-être que ça aurait pu faire un peu plus la diff. Voilà. Je pense que si vous avez un joueur du type Dano de l'Espérance, l'attaquant, il vous manque un vrai neuf. Clairement. Sur cette double confrontation, ça s'est vu. Hier, ils ont fait un excellent match. Ouais. Dano, vraiment. Et l'entrée de ça a vraiment boosté l'Espérance. Ouais. Et la défense était solide, malgré les 2 buts encaissés. Je veux dire, vu le nombre de cases de Al-Ahly, on l'aurait pu couler, mais tant mieux. Si on faut retenir 3 choses, c'est que Al-Ahly a été pas réaliste. La tactique a été mauvaise, mais en même temps, l'Espérance, de son côté, a joué la partition qu'il faut, a été solide défensivement, et dès qu'il fallait piquer, piquer ou en tout cas, même quand ils n'ont pas été solides, ça ne s'est pas ressenti au niveau des chiffres. Ça ne s'est pas ressenti. Il n'y a pas de but encaissé dans un moment où ils sont durs. C'était une domination stérile de Al-Ahly. Ouais, ils étaient là, ils avaient la possession à l'aller surtout, mais à aucun moment. Mais à l'aller surtout, mais au retour, en tout cas la première mi-temps, c'est pas stérile. Il y a des occasions franches. Non, il y a des occasions nettes, mais il y a un gardien qui est capable vu qu'elle se concrétise pas, tu n'as pas l'avantage. Il y a un gardien qui est capable de maintenir son équipe et puis un gros match. Ben Saïd, homme du match. Je sais pas s'ils l'ont donné le. C'est pas qu'ils l'ont donné, mais pas choquant si c'est lui l'homme du match. Après, il semble que c'était Dano qui a reçu ça. Je sais pas. En tout cas, moi je pense que on s'est plombé du côté de l'Ahly, très clairement. Il y avait la place d'éliminer l'Espérance. Mais voilà, après, c'est comme ça. Il faut être capable de terminer ses occasions. On n'a pas su le faire. L'important au foot, pas cette année. J'ai envie de dire bonne chance pour le coach. Parce qu'en Égypte, ça passe pas trop ces genres de résultats. Je pense qu'il va sauter. Alors, à voir en plus déjà qu'on est éliminé de la Coupe en Égypte. Donc, contre une petite équipe de deuxième division, il me semble. Contre une petite équipe. Après, je crois qu'il faudrait remettre dans le contexte. Je crois qu'en plus, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est l'Ahly. Mais pendant la CAN et compagnie, on a perdu beaucoup de matchs parce que le championnat se jouait encore et tout. Donc, c'était au niveau du championnat, cette année, ils ont des matchs en retard à l'Ahly. Il faudrait voir, mais je crois. Mais parce qu'il me semble, il y a 2 ans, tu te souviens quand il y avait la finale contre l'Espérance. Il y a un nombre de matchs de et là aussi, tu vois, c'est un peu l'environnement qui peut t'aider ou pas. L'Espérance n'était pas aidée il y a 2 ans au niveau du championnat. Je veux dire, même pour décaler un match d'une journée avant ou après, c'est non. Alors qu'Al-Ahly était venu avec plusieurs matchs de championnat en retard. Et c'est dommage que la fédération tunisienne n'aide pas autant les équipes qui jouent les compétitions africaines à pouvoir se battre à armes égales. Parce que quand tu as plus de jours de repos et tout, forcément, c'est important pour ce genre de match. C'est important. Et donc, du coup, je dis pas il y a eu du favoritisme ou pas, mais je veux dire... Non, en tout cas, de notre côté, c'est clair que la fédération, elle aide... à ce que les clubs égyptiens puissent performer. Puis c'est clair que de l'autre côté, tu handicapes un peu ton championnat et tes équipes phares d'essayer de faire des gros résultats en Afrique, quoi. C'est sûr. On va passer un peu en avant. L'Espérance Tunis qui affrontera donc les Mamelody Sundowns. Très gros poisson des dernières années. Très gros poisson des dernières années, effectivement, le club sud-africain. Qui a éliminé avec difficulté le Stade Malien. Et de l'autre côté, la demi-finale, ce sera le FAR Rabat contre l'AS Berkane. Duel 100% marocain. Donc peut-être que l'Espérance va retrouver son ex-coach en finale. C'est ça, le coach de Moïne Chabani de Berkane. Qui fait des Égyptiens qui sont donc éliminés. Alors, parce que Pyramids a aussi perdu contre champion en titre, le FAR Rabat. Qui était champion en titre. Un tableau de demi-finale sans club égyptien, c'est quand même assez rare. Juste avant de passer à ça, tu trouves pas que depuis qu'il y a les pyramides en Égypte, enfin avec l'argent des Émiratis, il me semble, ça affaiblit un petit peu Al-Ahly, non ? Indirectement.
C'est pas que ça affaiblit l'Ahly, mais c'est plutôt qu'on a rajouté une équipe phare, quoi. Alors qu'avant... Non, je veux dire, avant, tu avais tellement d'avance. Non, mais pas de concurrence au championnat. J'entends bien. Quand même. Tu perds un peu quand même des forces. Non, mais j'entends bien, mais le truc, c'est que justement, c'est que moi, c'est d'un côté, entre guillemets, oui, tu t'affaiblis l'Ahly, mais d'un autre côté, bah, tu as ramené aussi un troisième gros en Égypte qui peut se positionner entre l'Ahly et le Zamalek. Et la preuve, bah, l'année dernière, ils ont été capables de gagner la Ligue des champions africaine. Donc voilà, après, c'est un projet qui est encore assez récent, qui est tout neuf. Et tu le vois dans la ferveur, c'est assez drôle. Il y a à peine 10 supporters qui se courent après, quoi. Donc c'est un club qui est un peu créé de toutes pièces et qui doit gentiment créer son histoire, à voir si ça prendra ou pas. Mais après, quand tu as les deux mastodons... Ça va prendre sur des nouvelles générations. Tu vois, les petits de maintenant, comme, les Égyptiens qui voient le Pyramids gagner. Ils sont encore loin des fans de l'Espérance ou de Al Ahly. Clairement. 40 millions mais c'est normal. L'histoire de ces deux clubs. C'est normal. C'est comme n'importe quel club. C'est un peu le City... L'Espérance Tunis, ça existe avant l'indépendance de la Tunisie, en vrai. Tu vois Bourguiba, il disait que l'Espérance Taraji Daoula, donc c'est une institution sur un pays, quoi. Clairement. Ouais, et puis après, voilà. Mais non, puis quand tu regardes au final, Pyramids avait quand même beaucoup d'anciens joueurs qui jouaient juste au Ahly et Zamalek. Mais non, mais je veux dire, vous avez un concurrent maintenant, dont, par exemple, ne serait-ce qu'au Mercato. Avant, vous étiez deux équipes à vous partager les deux meilleurs joueurs, enfin de la ligue. Et puis là, avec une troisième équipe. Encore une fois, la réalité, c'est que si toi, tu avais l'option d'aller jouer dans un top club européen, je prends un exemple comme ça, tu as un contrat pour aller, et c'est le même contrat, tu as l'occasion d'aller jouer au Barça ou au Real ou en Arabie Saoudite. Tu vas aller où si c'est le même contrat? Moi, perso, je serais allé au Real parce que je suis... Oui, mais je fais exprès de... Non, tu vois ce que je veux dire, c'est justement, on avait ce débat l'autre fois avec Bijan concernant la carrière que Abou Trika a eue. Et pour moi, ça enlève rien à sa légende d'avoir joué que en Afrique. Maintenant, les championnats exotiques au Moyen-Orient, même si maintenant ils ont augmenté le niveau en Arabie Saoudite et tout, je trouve que c'est footballistiquement parlant, c'est toujours loin des standards européens. Alors ça dépend si. C'est pas sûr, mais c'est pas. Je vois ce que je veux dire, mais c'est pas sur ce terrain que je voulais t'amener. Où tu parles du côté financier alors? Non, c'est pour ça que je parlais d'un contrat similaire. Ok. Pour pas avoir justement ce truc de si t'as plus de thunes, tu vas aller en Arabie Saoudite. Bref. Mais non, moi je te parle plutôt d'un truc où t'as un historique énorme dans un club comme le Real, dans le Barça. Donc si je fais le parallèle avec notre championnat, l'Ahly c'est le plus grand. Ouais. Et c'est le plus grand en Afrique. Donc il y a un historique, il y a quelque chose. T'es bercé. Oui, il y a un prestige à jouer dans ces clubs-là. Oui. Aller à Pyramids, tu n'as pas ce truc. Et cette histoire et tout ce qu'il y a derrière et toute l'infrastructure et toute la puissance. Je vois tout à fait ce que tu dis. Dans ce sens-là. Un truc, c'est que tu pourrais devenir la première légende de Pyramids. Si Pyramids va plus loin. Tu peux, mais il y a un truc tout bête. C'est, encore une fois, la fanbase, elle est tellement gigantesque au Ahly. Évidemment. Que ah ouais, si tu réussis à l'Ali, t'es une légende pour toujours. Et puis malgré tout, j'ai quand même un truc qui est tout bête aussi. C'est que t'es joueur du Ahly, t'es égyptien, t'as des fortes chances d'être sélectionné en équipe d'Égypte. C'est automatique. Mais il y avait Mahaloul qui était chez vous pendant des années. Et qui a eu un train de vie magnifique. Et à un moment donné, et du coup, pour lui, c'était plus intéressant de jouer chez Al Ahly que dans un club européen. Donc, à voir. Après, je pense que chaque joueur a un plan de carrière. Et c'est vrai que pour moi, d'aller au Moyen-Orient, c'est plus facile pour les joueurs, on va dire, maghrébins ou égyptiens, mais footballistiquement, c'est un mauvais choix de carrière. Non, après, là, on va aller, ça c'est encore autre chose. Mais moi, c'était plutôt parler sur l'aspect du prestige. Et c'est sûr que l'Ahly, c'est quelque chose qui est au-delà des autres clubs en Égypte. C'est Zamalek aussi un peu comme ça. Mais voilà, c'est le les club deux qui se partagent le pays. Voilà, c'est comme en Tunisie, tu as l'Espérance et tu as le club africain. Bien sûr. Donc en fait, Pyramids devra créer encore son histoire et faire sa grandeur petit à petit. C'est comme les deux clubs de Milan qui restaient
toujours attractif, même dans la période où il manquait d'argent. Donc, parce que ça vise justement de ça. C'est des clubs historiques, ils ont quelque chose. Et au final, ça reste des institutions énormes. Pyramides, n'en est qu'à ses débuts, ils ont des fonds, ils ont des choses. Ça ressemble un peu à Leipzig en Europe, finalement. Ouais, on pourrait un peu aller dans cette comparaison. Tu peux la comparer on pourrait aller un peu dans ce type de club qui... Red Bull. Ouais. C'est au City au début où il fallait gagner la street crédibilité. Mais tu vois, City, maintenant, les Robinho, quand ils sont allés là-bas, ils ont contribué à la légende de ce City. Mais c'était des choix financiers, c'est vrai. Non, c'était dur de comprendre pourquoi Robinho allait là-bas, ou Elano, ou plein de joueurs comme ça. Même les Agüero, etc. au début. Nasri quittait Arsenal alors qu'il avait une offre de United et il choisit City. Parce que United offrait un contrat pire qu'Arsenal. On va s'arrêter sur ça. Et moi, je voulais juste... revenir au Sundowns. Donc, l'Espérance affrontera les Sundowns en demi et il y aura une autre demi-finale 100% marocaine. Mais là où je voulais revenir, c'est faire un panel plus général de ces clubs en Afrique et une photographie un peu de tout ce qui est infrastructure, environnement, etc. de tous ces clubs-là. Et parce qu'on a parlé un peu en off avec Amine et on se disait, est-ce que finalement, c'est pas l'année ou jamais pour l'Espérance Tunis moi, il me semble que oui. En fait, pour moi, je suis très content que l'Espérance a pu sortir à la liste. C'est un exploit. Exploit magnifique. Mais cette année, franchement, il faut aller jusqu'au bout parce que l'Espérance ne boxe plus dans la même catégorie, dans le sens où le boulot que la direction fait est énorme, mais l'environnement dans lequel évolue l'Espérance ne lui permet pas de se battre à armes égales avec les autres équipes africaines. On n'a pas la manne financière que le Sundowns a, on n'a pas l'infrastructure des clubs marocains ou voire algériens qui commencent à avoir pas mal de nouveaux stades, même Al Ahly qui est en train de construire et qui bientôt... et tous ces clubs-là sont un peu boostés par leurs gouvernements locaux, alors que l'Espérance, voilà quoi... on est dans un championnat qui est quasi mort. Il n'y a pas de droit TV. Il n'y a pas de stade aux normes. Il y a plein de trucs. Et puis, malgré tout, ils arrivent toujours à bricoler, à rester dans le haut du panier. Et c'est là où je voulais revenir. C'est qu'on va essayer de faire une comparaison avec les différents pays et différents clubs. Là où, par exemple, la Tunisie était un peu au top dans les années 2000, top du football africain de club, avec toujours l'Égypte, évidemment. Mais tu vois, il y avait plusieurs clubs tunisiens qui étaient capables d'aller loin. Justement, parce que le niveau du championnat était plus élevé. Là où maintenant il y a la que concurrence locale. Il n'y a plus de clubs tunisiens en CAF. Oui, mais c'est parce que les concurrents locaux de l'Espérance, donc historiques, que ce soit Club Africain, Étoile, Sfax, sont en grosse galère financière. Ouais. Et l'Espérance arrive un peu à surnager parce qu'il y a les résultats sportifs qui font que... d'avoir une bouffée financière. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui a pu apporter un peu du son frais. Mais quand tu vois les autres avoir un environnement plus propice que celui de l'Espérance, là, je me fais pas de soucis sur ce que la direction fait en interne, mais sur le long terme, on peut pas boxer pareil. Je veux dire, je sais pas, je prends un exemple tout bête, mais l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Du coup, pour attirer un Brésilien, c'est 10 fois plus facile pour eux que pour un club comme l'Espérance de le faire, ne serait-ce que au niveau monétaire. Al Ahly, on peut pas... Même Al Ahly... Non, Al Ahly, c'est 40 millions de supporters. Ils ont je sais pas combien de produits dérivés, un réseau mobile, des cartes de crédit, des partenaires financiers au Moyen-Orient. Et tu vois, sportivement parlant, l'Espérance se démerde. Mais après, je veux dire, 80% du résultat sportif se passe hors du terrain. Et dans le hors-terrain... La Tunisie a du retard. Voilà, la Tunisie a du retard et ça pénalise l'Espérance. Et pas que l'Espérance, ça pénalise aussi tous les clubs, tous les clubs et même la sélection au final. C'est le football tunisien, très clairement. Ouais. Très clairement. Il y a pas je veux dire, c'est pas des excuses pour le futur, mais il faut aussi qu'on prenne conscience de ça et qu'on essaye de trouver des solutions pour contourner ces challenges
Déjà, ne serait-ce qu'avoir un peu plus d'investissement dans tout ce qui est infrastructure. Et je te parle d'infrastructure, je parle juste des stades. Je te parle même pas genre de... Mais tu sais, un truc tout simple. Attends, moi je prends juste un exemple tout bête. À la sortie de la CAN, quand tu as un Hannibal Majri qui parle et qui tire comme une sonnette d'alarme, c'est pas anodin quand même. Il y a quand même un truc à faire en Tunisie. Et force est de constater, il a raison. Quoi. Il a raison. Il y a des choses qui ne vont plus. Et c'est vrai que dans le visa, enfin dans ce visage africain, dans cette Champions, on voit plus autant d'équipes tunisiennes phares. Et c'est vrai que pour rappeler l'époque justement des Aboutrek et compagnie du Ahli, les déplacements c'était 3 concurrents différents au final. Tu es allé jouer au Safax, c'était pas évident. Tu allais jouer contre l'Étoile, c'était quelque chose. Tu vas jouer contre l'Espérance, c'était waouh. Au-delà des ambiances et tout, puis ils arrivaient à former, à exporter aussi, comme les Chiraoui et tout. C'était des équipes qui étaient dures à jouer. Et au-delà du côté qu'on peut voir dans l'Espérance actuelle, où il y a cette combativité, cette agressivité et tout ça, mais ça jouait au foot. Il y avait vraiment... L'Étoile du Sahel, ça jouait bien. Il y avait une vraie jouerie quand même. Pas au niveau de l'Espérance. Mais quand même. Ça dépend des années. Elle a pris ils avaient créé une bonne génération. Mais après, encore une fois, tu n'as pas les moyens comme à l'Ali de conserver aussi tes meilleurs cadres. L'Espérance le fait, mais à la fin, ils sont un peu pénalisés parce que quand ils arrivent en fin de contrat, ils partent gratuitement. Donc l'Espérance forme, garde le max possible ces joueurs-là parce qu'il y a des échéances année après année. Mais à la fin, comme Ben Romdan, d'ailleurs, il y avait pour le match aller, je comprends pas il y avait, a pu jouer quand même un peu. Il était un peu traité comme un traître. Il y avait, je sais pas si tu as vu l'histoire du faux billet avec sa tête dessus et tout, mais ça fait partie du folklore. Mais du Nord, mais après, comme tu le dis, c'est une réalité aussi. Quand tu sais que tu vas jouer au Ahli et que tu as des conditions entre guillemets de roi, il y a aussi une réalité. Je mets à l'abri ma famille, je vais jouer dans un championnat attractif. Bien sûr. Je suis pas si loin que de la Tunisie. J'y vais. Non, on va pas être hypocrite. Non, c'est clair et net. Après, je sais pas c'est quoi les salaires moyens dans ces gros clubs, mais c'est vrai que quand t'as parlé avant d'Ali Mahaloul, quand le mec il touche les $2 millions par année, c'est impossible. Non, mais c'est pour te dire, justement, l'Espérance ne peut pas offrir autant. Oui, mais c'est pour ça que moi, justement, je te dis, quand les mecs ils voient ces sommes, c'est clair qu'ils vont venir chez nous. Non, des fois, ils font des efforts financiers sur 1 ou 2 saisons, mais pas sur la terme, durée, tu peux pas. Et tu vas jamais cracher sur une somme. Et c'est pour ça que je te dis, l'Espérance, malgré un public immense, une direction qui fait le job, au bout d'un moment, tu peux pas ramer avec un bras. Après, je sais pas comment c'est. Est-ce que vous êtes aussi critique à un point où des fois les mecs ils se disent on sait pas si on va être payé ou pas? Non. Le président il fait le boulot. Okay. Mais t'es un peu comme. C'est pas comme en Turquie. Non, mais t'es un peu comme Galatasaray ou le Fener. T'as des pressions du public. Tu dois les satisfaire en ramenant un coup de com' chaque année, donc tu dois avoir une recrue phare. Une recrue phare. Mais en même temps, tu reportes à chaque fois le problème à plus tard. Ouais, c'est un peu essayer de cacher la misère avec ce type de L'Espérance, c'est le cache-misère du football tunisien, soyons clairs. Okay. Maintenant, j'ai envie de voir le temps presse, les amis. On avance. Et ces derniers temps, en Afrique, on a l'émergence quand même d'un pays qui était endormi. Qui était endormi, clairement. Non, je pensais au Maroc. Ils ont eu une période où ils étaient un peu endormis. Sur les années de 2000 à 2015, les clubs marocains, on va pas dire que sont très très phares. Rabat, mais depuis ce plan qui a été mis en ce plan qui a été mis en avant par les autorités marocaines, en termes d'infrastructure déjà ils sont au top et ça se voit maintenant avec leur club, le Wydad, le Raja, le Phare Rabat maintenant qui performe, la AS Berkane qui est extraordinaire, l'histoire de la AS Berkane. On voit quand même une multitude de clubs marocains venir et performer en Afrique, prendre la place. Je pense que tu n'as pas échappé quand tu es parti là-bas pendant la Coupe d'Afrique. Rien qu'à Rabat, maintenant ils ont 4 stades, ils ont 4 clubs à Rabat. Ils ont au moins 5-6 stades homologués, critères CAF pour ce genre de compète. Donc, en une ville. Voilà, donc je veux dire,
leurs clubs ont tout pour bien faire. Tu as le stade, tu peux avoir les revenus de la billetterie, il y a le championnat qui commence à un meilleur niveau, donc tu auras plus de droits TV diffusé au Moyen-Orient, le championnat. En fait, ils ont mis des moyens, mais colossaux dans le football marocain en général. On le voit avec les équipes de jeunes aussi en sélection marocaine, être capable de gagner la Coupe du Monde des moins de 20. Pour toutes les générations. Et puis toutes les générations font des résultats. Elles font toutes des résultats. Que ça soit sur le continent ou au niveau mondial, elles font des résultats. Et là, même les clubs, tu vois, les clubs qui étaient un peu... T'avais peut-être le Wydad, le Raja qui était un peu... Mais encore, ça allait pas très loin en Champions League. Ils ont vraiment mis les moyens. Puis attention, l'Algérie suit un peu le même système. C'était pour moi le suivant. On en parle moins, mais il y a de nouveau des... L'Algérie a rénové beaucoup de stades, créé de nouveaux stades. Les clubs aussi sont assez performants. La JS Kabylie et il me semble qu'au niveau gouvernemental, ils ont encouragé pas mal de sociétés à investir ou sponsoriser de plus en plus les clubs. Donc chaque gros club maintenant est un peu sous tutelle et boosté par une industrie, l'économie. Comme à Moscou, les cheminots, c'est le c'est un peu. Je rigole. C'est un peu mais c'est un peu l'idée, quoi. Dans les, tu sais, à l'époque de CSKA, Zénith, Spartak au top. Donc, en tout cas, les clubs algériens, de ce que je vois, des résultats algériens et marocains en Champions League performent beaucoup. Là, la Tunisie régresse. Justement, l'Égypte est toujours là des meilleurs entraîneurs, des meilleurs joueurs. L'Égypte est toujours là, mais quid de Zamalek en vrai, qui est un peu l'Égypte, il y a un soutien gouvernemental, mais il y a surtout aussi le nombre. La population. On est sur un pays de 110 millions d'habitants. Après, ce que j'allais dire, c'est ça. Malgré tout, on a quand même un des pays d'Afrique les plus peuplés. Donc voilà, on a de quoi faire, mais il ne faudra pas commencer à baisser. Et il y a un peu le TP. Qui va revenir. J'allais descendre un peu dans le sud. Les Sundowns, on en a un peu parlé. Mais attends, je te laisse finir après. Mais après, il faudra que nous, on continue à faire le travail nécessaire pour ne pas justement se retrouver à régresser, en guillemets, et pas penser que tout est beau et tout est parfait chez nous. Bien au contraire, il faut continuer. Le problème des supporters, ça. Mais ça, ça me fait mal au cœur, c'est politique. C'est social, on va pas rentrer dans ça, mais c'est clairement politique. Et puis voilà. Triste. Quand on connaît l'importance justement des supporters du Ahly. Et des autres clubs, hein. Je veux dire, Zamalek a une ferveur. Ismaïlia. Moi, j'allais aller sur. Zamalek est un petit peu tombé dans l'oubli, on va dire, les dernières années. Mais il y a quand même une ferveur à Zamalek. C'est un peu le risque pour autant l'Espérance qu'à l'Ali. D'habitude, tes fans à du très très haut niveau. Et à un moment, tôt ou tard, il y aura un petit creux, quoi. Mais là, il faudra gérer ça, quoi. Mais n'empêche que Zamalek est un club qui reste ultra populaire. Comme à titre de comparaison, le club africain, pas vraiment comparable, mais le club africain en Tunisie reste un club très populaire malgré des résultats catastrophiques. Que Marseille en France. Grâce au père. La fanbase reste là, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Après, nous, ça reste quand même un club phare, Zamalek, et puis il est toujours aussi puissant. Mais c'est vrai qu'il est masqué par les super perfs souvent du Ahly. Mais non, moi, ce que j'allais dire, c'est que voilà, le problème de ces stades vides, on le sait, c'est dû à ces histoires du fameux match à Port Saïd, de nos supporters du Ahly qui étaient des grands partisans de la fameuse révolution et qui étaient souvent les gens qui menaient un peu dans la jeunesse pour les mouvements sur la fameuse place Tahrir et compagnie. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans le côté politique, mais ça a beaucoup joué. J'ai appris que maintenant en Égypte, il faut décliner beaucoup de choses pour avoir ton pass. Pour arriver au match, Je vous renvoie, j'ai fait un épisode sur l'Égypte avec un spécialiste. Je vous renvoie à cet épisode. Et j'avais regardé un petit peu là, justement, cette émission. Et oui, c'est exactement ça. C'est une difficulté, c'est un parcours du combattant pour aller au stade. Et en fait, t'es fiché à la fin. Et en fait, on sait exactement qui est au stade. Et potentiellement, si tu fais quelque chose, t'es vite repéré. Donc, je vais pas aller sur le terrain politique, mais malheureusement, ça a un énorme impact. Et c'est triste. Voilà, ils savent et ils veulent éviter qu'il y ait un grand nombre de personnes sur l'espace public. On va un peu au sud de l'Afrique parce que d'autres places fortes, notamment les Mamelodi Sundowns,
Le club de Mostépé, ouais. le président de la CAF. Ça passage, c'est... hein. Ouais, ça c'est... Voilà, je veux même pas. Et là, ils ont tout pour bien faire. Donc, eux aussi, ils ont déjà l'infrastructure et ils sont les finances. Ouais. Encore une Motsepe est fois, milliardaire et avec pas mal de sous. Les joueurs. C'est le boss de la CAF. Ouais. Et surtout, mais ça, ça, on devrait en parler après. Déjà que la CAF, il cumule les casquettes. Ça, c'est pas possible. Et après, mais c'est pas normal. Mais voilà. Si on parle que de foot, quand même, Sundowns fait du bon boulot. C'est un modèle. C'est les seuls, je crois, en Afrique où ils bossent beaucoup avec la data et des trucs comme ça. C'est un peu des standards européens, mais en Afrique. Et un style de jeu qui est impeccable. Hein. Enfin, c'est beau avoir joué. Ça se reflète sur leur équipe nationale. Je veux dire, l'Afrique du Sud, quand tu regardes sur le 11 de départ, il y a au moins 7-8 de Sundowns à la base. Et eux, ils vont chercher aussi dans les championnats un peu à côté, la Tanzanie, le Kenya, qui aussi sont des championnats émergents qui arrivent. Un pouvoir financier, et puis sur, on va dire, l'Afrique australe, je sais pas si c'est comme ça. Ouais, sud-ouest. Tu as un pouvoir économique d'attirer tous les talents locaux parce que tu as la manne financière. Et puis, la monnaie locale de l'Afrique du Sud, c'est pas le dinar tunisien. Et tu as aussi une ouverture aux capitaux étrangers. Et souvent, quand on est trop focus que sur le terrain, on oublie ces. Plus facile d'avoir de la devise en Afrique du Sud qu'en Tunisie, par exemple. Justement. Quand on suit trop le foot européen où tout est en euros, monnaie unique pour tout le monde, il y a moins ces gaps-là. Il peut y avoir des fois des fiscalités un peu plus avantageuses entre le pays A ou le pays B. Espagne. Mais de toute façon, selon qui c'est, on t'arrange. Oui. Comme certains joueurs qui venaient au Paris Saint-Germain, t'inquiète pas que... Oui, mais c'est le Paris Saint-Germain qui paye leurs impôts. Oui. C'est pas l'État français qui vient au Paris. Je dis pas que c'est l'État, mais je sens, quand t'es un joueur étranger qui vient et que tu sais, et le club te dit non, t'inquiète, je m'occupe de tout, ça fait aussi la différence. Jouer à Monaco, c'est pas pareil qu'à Lyon. Non, c'est clair, c'est la réalité. C'est une réalité. Mais tu vois, tous ces petites choses-là font que après l'équipe que tu vas présenter sur le terrain, elle peut avoir deux visages différents. On parlait du TP Mazembe qui est un peu aussi de retour. Je pense qu'il commence à régler ses soucis et puis il va réinjecter des sous. Donc, TP Mazembe, quid j'ai pas la réponse, hein, mais Enyemba, est-ce que vous vous souvenez de ce club? Oui. Ils sont plus trop. Non, c'est pas la période phare. Un club dans lequel on parle pas beaucoup, mais qui est souvent présent, c'est le Al Hilal les Soudanais. Soudan, qui sont souvent c'est un historique. C'est un historique de la Ligue des Champions d'Afrique. Toujours dans les phases de poule, il y a des occasions où ils arrivent à passer en phase finale, mais régulier. Ou Mdamaraman, c'est la ville à côté de... comment ça s'appelle la capitale du Soudan? Khartoum. Ouais, voilà. C'est 3 villes en une. Bref, on passe la géographie. Est-ce que il y a encore un club que vous pensez qui va revenir un peu dans le devant de la scène, ou un historique qui est parti? ASEC Mimosa, par exemple, ou le Stade Malien, Enyemba du Nigeria. Donc, ce serait sympa de les revoir. Après, ça dépend eux. Ils ont toujours une génération. Et après, ça baisse. Après, tout le monde part et après, il faut rebâtir derrière. Et je veux dire, tu vois, on parlait de la formation pas mal de fois aujourd'hui. Les pays sud-africains, ils ont un peu, ils sont un peu aidés par des associations européennes qui viennent, qui forment localement, etc. Mais ils restent jamais très souvent dans leur club. Hein. C'est très aléatoire. Mais tu vois. Je me souviens de la SEC Mimosa 99 qui battent l'Espérance en finale et qui te sortent des Haruna, les frères Touré et tout. Voilà. C'est une génération dorée de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Donc, voilà. Ça, c'est un double tranchant. Tu tires la caisse et puis tu regardes. Quoi. Et après, encore une fois, on revient sur ce que tu disais. C'est aussi le problème. Voilà, c'est des clubs qui forment des joueurs locaux, qui font des très bonnes choses. Mais comme tu dis, une fois cette génération passée, ce qui est difficile, c'est que tu ne vas pas garder ces joueurs éternellement. Donc, si tu avais un peu de sous, tu peux peut-être ramener 2-3 joueurs de l'extérieur pour un peu combler avec ces joueurs de talent au club qui montent. Mais c'est impossible pour ces clubs-là. C'est des générations qui sont dorées, qui se retrouvent à quitter le club parce que c'est une réalité. Tu n'as pas les moyens de les garder.
Puis si derrière, tu as le malheur d'avoir une génération un peu moins bonne, bah forcément, ça va prendre du temps, et puis ainsi de suite. Et puis jusqu'à que tu arrives à relancer une génération dorée et que tu repartes un peu de l'avant. Donc, c'est un peu les difficultés de ces clubs-là et de ces pays, quoi, qui n'ont pas cette manne financière pour pouvoir un peu travailler, on va dire, ou combler dans l'urgence avec des joueurs d'extérieur quand on est un peu moins bien au niveau local. Après, je t'avoue, j'étais un peu soucieux côté formation de l'Espérance parce que l'environnement a beaucoup changé localement et puis on a du mal à détecter des nouveaux talents. Mais il me semble que l'Espérance, avec les sous un peu de la Coupe du Monde des clubs, a recruté des bons formateurs pour les jeunes générations. Ils ont totalement repensé leur système de formation de fond en comble. Et le but, c'est de faire un peu école Ajax ou Masia avec un même système de jeu et tout. Donc, très bonne idée. Ouais, j'étais plutôt content d'apprendre ça, quoi. Okay. Mais c'est ce qu'il faudrait. Voilà, c'est ce qu'il faut un peu plus du sang. Et c'est peut-être là aussi l'erreur dans le football africain en général, de penser uniquement avec les fonds qu'on a, les moyens qu'on a. Et comme tu dis, au lieu de les réinvestir sur la formation et essayer de travailler pour justement avoir régulièrement des générations de talents qui puissent émerger, le problème, c'est qu'on investit aussi très mal le peu d'argent qu'on a en général en Afrique. Pas de vision d'avenir. Non, pas forcément beaucoup. Dernière chose, Amine, après on passe au prochain sujet. C'est plus compliqué maintenant de trouver des jeunes talents parce que l'environnement local, tu vois, avant il y avait le football de rue, la réalité du terrain, il y a moins en moins de jeunes qui sont un peu des footballeurs de quartier comme ça et qui se font... repérés par les clubs. Puis il y a une réalité aussi, c'est que les talents africains, les très bons, ils sont repérés à gauche, à droite, et puis ils vont très vite par un agent qui peut les embarquer en Europe, leur promettre... Il faudrait tout un épisode sur les agents. Justement. Tu as même un autre côté où en fait il y a aussi les binationaux qui rentrent en compte. Donc ceux qui sont formés en Europe, qui vont jouer avec leur sélection... Ouais, là c'est encore autre chose. Oui, ça met aussi un frein à la formation aussi en Afrique et pour certains joueurs. Mais c'est encore... écoute, ça va encore tu vois, dans le mercato d'hiver, c'était un problème un peu pour l'Espérance parce qu'ils avaient du mal à trouver des talents locaux. Et ça, en Tunisie, tu ne peux pas avoir plus de 4 étrangers titulaires sur le terrain au moment du match. Donc, du coup, tu peux en avoir que 6 dans l'effectif, 4 sur le terrain. Et c'est pour ça que l'Espérance était obligée d'acheter des dragueurs, ressortir Msakni de la retraite, de miser sur Rafia qui est venu de Lecce alors qu'il ne jouait pas. Alors, ça peut paraître des choix hyper risqués, mais c'est aussi dû aux contraintes légales que tu as. Mais d'un autre côté, tu essayes avec ces contraintes, on va dire ces conditions, tu veux justement permettre de donner la place aux locaux et pas avoir ce risque que les gros clubs prennent uniquement des joueurs de l'extérieur. Et puis, honnêtement, si tu veux mon avis, hier, il y avait Msakni qui était rentré à la 85e et pour le geste, on lui donne le brassard de capitaine. J'aime beaucoup le joueur, j'ai beaucoup aimé lors de sa carrière, mais pour moi, tu vois, j'ai une affection pour Tony Kroos parce qu'il a su, en tant que grand sportif, ne pas faire la saison de trop et sortir par la grande porte. De voir des ex-gloires comme ça, tirer encore sur la corde. Pour toi, Msakni, il est fini. Fini. Je vois pas l'intérêt sportif de le prendre. Je suis désolé, pour moi, je préfère miser sur un jeune. Voilà, tu as fait ta carrière, tu es parti jeune, tu as ramené des sous au club. Total respect pour ça. Je ne critique pas le joueur, mais... tu critiques le retour. Le retour... retourner chez son ex, le retour... toujours... non, je suis désolé. Et surtout que, tu vois, entre l'été et l'hiver, il n'avait pas joué, donc tu vois... Il est revenu un peu, il était aussi gros que moi. Oui, mais bon, après ça... Ouais. Tu vois, après, ils étaient un peu... forcé, on va dire, de trouver une solution à la blessure de Blaili, qui est un énorme absent. Et on n'en a pas parlé. Vivement son retour, parce que franchement, moi qui est un peu nostalgique du foot d'avant, d'avoir du folklore comme ça, Blaili, très gros joueur. Bon, il faut qu'on passe au sujet suivant. Et je vous donne, je ne sais pas si on va y arriver, mais en 10 minutes. 10 minutes.
Il y a le Real qui joue. En 5-10 minutes, on va essayer d'analyser la décision de la CAF qui a donc donné la victoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc par forfait. 3-0 à la suite d'un recours du Maroc suite au fait que les Sénégalais étaient rentrés dans le terrain, etc. Alors, on connaît l'histoire. Alors, pour faire court et précis, il y avait une finale en 2019, Wydad Espérance. Le match retour se joue sans la VAR. Il y a un litige en cours de match parce que l'Espérance menait au score. Les Marocains ont marqué, mais c'était un but hors jeu. Litige. Ah, il n'y a pas la VAR, on sort. Et au moment où ils sont sortis du terrain, il y avait les mêmes dirigeants qu'il y avait pour cette finale-là, donc les Motsepe, les Gianni, Infantino et tout. Et la Gianni Infantino, il n'a rien à faire là. Mais non, mais il aime bien être là lors de la remise d'une grande coupe. Tu vois. Et donc, du coup, la décision, après, je pense, 30 minutes d'arrêt du match, voilà, 3-0 par forfait et on arrête. Maintenant, ce qui s'est passé au Maroc, alors je ne sais pas si le Maroc a subi une pression un peu parce qu'ils ont tellement bien organisé la CAN que c'était un peu mauvais de finir sur forfait. Ils ont quand même accepté de rejouer le match, enfin de relancer le match avec les Sénégalais. Les Sénégalais ont gagné sur le terrain. Revenir après 2 mois dans les coulisses pour faire valoir ton droit de forfait, c'est un peu tard. C'est ni glorieux pour le Maroc, ni pour le football africain. Pour le football africain. Et puis même les Sénégalais, c'était une honte aussi, il faut le dire, d'avoir fait ce caca nerveux et de sortir en cours de match à un moment, voilà quoi. Heureusement que Mané avait relevé le niveau. De leur part, c'était honteux. C'est un peu honteux pour moi, hein. Même si je voulais que le Maroc gagne, c'est honteux de vouloir gagner en coulisses 2 mois après. Puis 2 mois, c'est... Enfin, le problème, c'est que le timing n'est pas bon. C'est soit on prend la décision le soir même ou à la limite dans les 24 heures, mais pas une fois qu'ils sont partis avec... Non, mais là, ils sont partis avec la coupe, ils ont fêté au Sénégal avec tout le peuple. Maintenant, ils font quoi? Ils rendent les médailles en échange avec les médailles en argent. T'en fais pas, Ganagay, il a dit s'il faut pour apaiser les tensions, je ramène toutes les médailles. Il l'a dit, mais voilà. Mais en tous les cas, pour l'image du football africain, ça joue pas. Ça joue pas. C'est dommage. Après, voilà, moi, honnêtement, pour revenir sur ce match, je pense que si cette fameuse Panenka au penalty avait été réussie et il aurait marqué, on serait pas en train d'en parler de ce sujet-là. Même s'ils étaient sortis, les Sénégalais, voilà, ils auraient marqué, on n'aurait rien dit, ils ont perdu sur le terrain, voilà. Mais bien sûr, quand même, maintenant, on revient parce que le Sénégal gagne ce match et finalement, il le joue, alors qu'à la base, il sortait. Mais voilà, si on s'amuse à regarder les articles et compagnie, est-ce qu'ils sont tous sortis, les Sénégalais? Non, ils ne sont pas tous sortis quand on regarde les images. Est-ce qu'il fallait que tous soient sortis? Après, il faudrait donc bien vérifier aussi l'article, déjà. Qui était resté sur le terrain par Mané? Ils étaient 2-3 avec... Tu peux regarder les images, il y avait des joueurs qui étaient avec Mané. Okay. Encore une chose, et on en avait discuté aussi avant, il y a plein de choses qui font que... Moi, je vais pas aller sur l'organisation, mais je trouve que l'organisation de cette CAN, elle était annoncée comme quelque chose de grandiose et la plus grande CAN de l'histoire. Au final, il y a eu des couacs quand même dans l'organisation. Il y a eu des trucs qui n'ont pas été top, qui n'ont pas été super bien gérés du Maroc. Je ne vais pas revenir sur certains détails, mais quand tu arrives, que tu prends ton billet en zone 1 et tu te retrouves à être mis en zone 3, ça, je trouve quand même assez fou. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui n'ont pas joué. Derrière, pour moi, c'est pas normal parce qu'on en parle. Oui, Sadio Mané est resté et bravo à lui. Il en est sorti grandi de cet événement. Et il a été fort, mais il y a un détail, c'est qu'il y en a plein qui oublient. Mané a failli rentrer aussi. Et Mané est resté parce qu'il a eu la lucidité d'aborder un mec qui n'était pas censé être là aux abords du terrain, mais Claude Leroy s'est retrouvé au bord du terrain. Et la chance qu'il a, c'est que Claude Leroy, qui a été, au moins lui, avait ce recul, il n'était pas dans l'émotion, il a su être calme et dire à un moment donné à Sadio, Sadio, non, il faut rester. Et avec les gars, il faut que tu ramènes les gars, il faut rester.
Et les mecs sont restés, finalement, ils sont revenus sur le terrain, ils ont joué le truc comme des hommes, comme il l'a dit. Quoi qu'il arrive, on gagne ou on perd, on perdra comme des hommes, on gagnera comme des hommes. Et ils l'ont fait. Mais pour moi, là où ça joue pas, et j'essaie d'expliquer aussi, il faut qu'on mette aussi que dans tout cet événement, certes, les Sénégalais ne doivent pas sortir. Mais il faut aussi rappeler que il y a plein de petits épisodes qui font que ils tombent dans un engrenage, les Sénégalais, où il n'y a pas une paranoïa, mais il y a un peu un truc de se dire waouh, il y a tout qui est fait pour que le Maroc gagne et qu'ils vont la gagner. De par les décisions sur les matchs précédents contre le Maroc, les Tanzaniens, ils doivent avoir sûrement penalty. Je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs avec le Cameroun, il y a des choses, et peu importe. Bon, on va pas venir, mais on va aller. Je suis d'accord avec toi que l'arbitrage n'était pas parfait. Je vais juste sur celle-là. Et sur les 48 heures avant, c'est pareil. Le Sénégal, c'est comment on m'explique que les joueurs sont amenés d'une ville à l'autre en train, que tous les supporters marocains les attendent, qu'il n'y a pas de sécurité, ils se baladent entre les supporters. Y en a plein qui me disent « Oui, mais on est gentil, on accueille. » D'accord, pas de souci. Il ne s'est rien passé et encore, merci mon Dieu. Mais il y aurait eu un taré dans le tas et qui rentre sur un joueur sénégalais qui le plante ou je ne sais quoi, on aurait dit quoi? Ça aurait été catastrophique. Derrière, les conditions, on ne leur garantissait même pas un hôtel. On n'était même pas sûr de leur trouver un truc. On leur trouve finalement. Les terrains, pareil. On n'était même pas sûr de leur offrir un terrain pour faire l'entraînement. Et tu arrives derrière au match, tu marques ce 1-0 sur une faute de Hakimi de base. Mais on estime que c'est Sec qui fait faute. Mais c'est hallucinant. On a tous vu l'action. Donc c'est en fait jeu, oui. Mais moi, je parle de... C'est le problème, tu vois. Mais moi, je parle... Ben oui, mais après, moi, je parle, ça reste... Juste pour le côté organisation, quand même, c'est... La première fois en Afrique que chaque équipe a son propre hôtel, son d'entraînement. Et c'était de la mauvaise foi, pour ma part, des Sénégalais. Avant même la finale, ils cherchaient déjà des futures excuses d'un potentiel échec. En fait, il n'y avait pas de raison de commencer à sortir des excuses bidons comme ça de la part du coach avant le match. Je ne voyais pas l'intérêt. Vraiment, quand on connaît les autres CAN d'avant et donc je veux dire, c'était là ce que le Maroc a mis comme condition, c'était du jamais vu en Afrique. Avant, je sais pas, on compare avec la CAN en 2021-2022 au Cameroun, où ils mettent un coup de peinture sur la pelouse avant, tu joues à 40 degrés, il y a des tirs de balles à 10 km contre des... Angola, ouais. Non, c'était Cameroun. Donc franchement, ils les ont mis dans un standard de très haut niveau. Et ouais, le coach, il faut qu'il soit sanctionné parce que avant même le match, il a été. Oui, mais c'était un peu... Je vous donne juste l'article 82. Par contre, Gary, maintenant, il a démissionné un peu pour rien. Ouais. Si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par la décision de la CAF. Comme je t'ai dit, est-ce que dans l'article, on a une notion de nombre de joueurs ou de totalité? Bah voilà, ça garde le flou. Donc tant qu'il y a quelques joueurs sur le terrain, potentiellement, ils ne sont pas tous partis. Ça joue aussi. Non, tant que la règle elle est là. Et si l'arbitre, c'est aussi à l'arbitre à un moment donné dire bon maintenant les gars, soit vous rentrez, soit mais pour moi, alors on finit Mais pour moi, c'est l'arbitre et l'officiel de la CAF, parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque match, il y a un officiel qui est toujours aux abords du terrain. Je trouve quand même assez dingue que l'officiel n'a pas non plus dit aussi aux Sénégalais de leur dire attention, il y a un risque les gars, si vous faites ce que vous êtes en train de faire, l'arbitre il a le droit de vous dire que là vous perdez sur tapis vert entre guillemets, qu'il y a le forfait. Il y a aussi des choses qui doivent être faites. Là pour le coup ça joue pas. On est d'accord. Donc, derrière, mais comme je t'ai dit au début, il y avait ce cas de 2019 qui reste assez récent, où il y avait les mêmes protagonistes, les Motsepe, les Gianni, etc. Il y avait il y a une jurisprudence de ça. Donc, du coup, c'était un exemple parfait. Maintenant, il me semble que le Maroc aussi, peut-être qu'ils ont voulu bien faire, pas trop bien faire, ou je sais pas quoi, mais du moment que tu serres la poignée de ton adversaire et que tu dis « Ok, maintenant retourne sur le terrain », tu acceptes le résultat final. Ouais. Oui. Et donc, tu as perdu sur le terrain. Non, mais ça, on est d'accord. Mais si
tu veux gagner coûte que coûte, c'était à ce moment-là qu'il fallait dire ok, vous êtes parti du terrain, vous êtes sorti, on gagne par forfait, fin du débat. Ça, on est d'accord. C'est tout. On est d'accord. Mais tu peux pas revenir 2 mois après en te plaignant et oui, mais non. Non, les conditions, tu as accepté de revenir, tu as accepté que ton adversaire, malgré tu avais l'occasion de l'achever, tu as dit non, allez, on se relève et on se bat comme des hommes. Bah ouais, écoute, tu perds et puis point barre. Puis encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'y aurait même pas de débat, on ne serait même pas en train de discuter. Si tu as Brahim Diaz qui envoie une praline et il nous joue pas une tentative de Panenka bidon. Et on n'en parlerait même pas, il serait champion sur le terrain, on n'en parle même plus, quoi. On s'arrête là, messieurs. Merci Bijan, merci à tous. Merci Amine, merci Momen d'être venu pour cet épisode spécial Afrique. C'était super sympa, super intéressant. Vive le foot africain. Vive le foot africain, évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour parler des qualifications de la Coupe du Monde. Ça va être sympa, ça. Et puis d'ici là, vive le football. Ciao, ciao. Ciao. C'est qui? C'est le Congo en Afrique qui peut passer? En Afrique, c'est qui? Congo qui joue sa place? Ouais, la RDC.